Il est 19h43, c'est l'heure des partis pris. Ce soir, Routel Krief pour la politique, Pascal Perry pour l'économie et Abnous Chalmani pour l'international. Bonsoir Abnous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. On commence par la politique avec vous, Ruth. La droite, à nouveau face au démon de la division qui ne sait plus où elle habite. Et ce qui n'a pas échappé à CAC. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin en une de l'Opinion qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle fait la comparaison avec le cambriolage du Louvre. On va la voir un peu plus tard où on voit toutes les figures de la droite qui rentrent pour cambrioler et pour avoir la couronne des LR, la primaire, l'investiture. Il y a du monde. Il y a du monde, Ruth. Alors on va commencer, vous avez raison, et c'est vrai qu'on s'est dit que le titre de cette chronique serait Les Républicains, le parti LR ne sait plus où il habite. On va commencer d'ailleurs par ces ministres. Les ministres, 6 ministres qui sont au gouvernement et qui ont appris donc hier soir qu'ils seront suspendus et non exclus. Ceux qui sont restés contre l'avis du président de leur parti, Bruno Retailleau, ont donc bénéficié d'un sursis. Vous les voyez, Rachida Dati, Annie Genevard, des personnalités fortes de cette famille politique. Alors, si on s'arrête déjà sur cette décision, rien que cette décision, elle a fait l'objet d'une grande cacophonie. Dès l'annonce de leur maintien au gouvernement, Bruno Retailleau annonce qu'ils seront exclus. Mardi matin, sur une radio, Gérard Larcher, qui est très proche de Bruno Retailleau, dit « Ah non, écoutez. » Qui dans 2 mois, la politique budgétaire ne s'inscrit pas, j'allais dire, dans l'essentiel de nos valeurs, alors se posera pour eux la question, quitter le gouvernement ou ne plus appartenir à notre mouvement. Donc, vous voyez, la veille, c'était... Donc, il donne un sursis. Mais attendez, c'est pas fini. Le lendemain, dans une interview au Figaro, Bruno Retailleau répète « Il doit y avoir sanction. Et il y aura sanction. » Et donc, ça finit par ce vote d'hier soir avec une suspension. Vous voyez, c'est juste un petit exemple où on a entendu toutes les voix possibles et imaginables, avec des critiques, notamment de ceux des ministres qui sont restés au gouvernement, de toutes parts. Alors, c'est sûr que celui qui vantait pendant un an la participation au gouvernement, c'est sûr que celui-là même, on soit devenu le plus sévère contempteur, n'aide pas non plus à la compréhension. Et cet imbroglio marque bien le retour des divisions et des tempêtes dans ce parti qui, pourtant, il y a quelques semaines seulement, semblait renouer avec la stabilité. Tout avait commencé, vous vous en souvenez évidemment, le 5 octobre, dimanche soir, par un tweet de démission de Bruno Retailleau de son poste de ministre de l'Intérieur. Et depuis, c'est un cauchemar éveillé que vit ce parti. Parce que Bruno Retailleau, président, est incontestablement affaibli. Et du coup, toutes les divisions ressurgissent. L'autorité de celui qui va retrouver son siège de sénateur est très contestée par les députés dirigés par son rival d'hier, Laurent Wauquiez. Et tous les jours, on entend plusieurs musiques différentes sur tous les sujets. Encore un autre exemple. Bruno Retailleau condamne le nouveau gouvernement, mais Laurent Wauquiez et les députés ne votent pas la censure après le discours de politique générale. Le président du parti menace de censurer, c'était hier dans le Figaro, sur un budget de gauche qui serait invotable. Laurent Wauquiez, ce matin, dit « Mais non, nous ne sommes pas du côté du chaos de ceux qui veulent, à LFI ou RN, faire tomber un gouvernement. » Bon, alors en fait, c'est un parti qui est revenu à la case départ. Oui. Avant l'élection triomphale de Bruno Retailleau à la présidence par 75% des adhérents. Il renoue clairement avec ses démons. Après une petite pause, quand même finalement assez brève, les personnalités qui se voient un destin sont reparties à l'assaut de la présidentielle. Laurent Wauquiez, sèchement battu à la présidence du parti, reste bas dans les sondages, mais depuis qu'il a vu son rival chuter de son piédestal, il se remet en selle. Et alors il se présente même comme le négociateur en chef avec le gouvernement. Il plaide pour l'apaisement dans le Figaro encore d'aujourd'hui. Xavier Bertrand, qui sort un livre, « Rien n'est jamais écrit », c'est le titre de son livre. Lui ne cache pas que son ambition reste intacte. David Lisnard, qui voulait carrément quitter LR avec son parti Nouvelle Énergie il y a quelques semaines, signale sa présence. Coucou, je suis toujours là. Michel Barnier, qui prône une candidature commune du bloc central, pense à lui-même, évidemment. Et quand même, Bruno Retailleau, qui était le favori, il annonce un Tour de France, mais cette fois, il redevient un candidat
parmi les autres. Donc, puis attendez, j'ai pas fini. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Hein. Moi, je vous donne une première pré-liste. Hein. C'est pas fini du tout. Ça, c'est le débat sur les personnes qui a ressurgi. Mais il y a le débat sur la ligne politique. Xavier Bertrand, par exemple, lui rejette toute relation avec le Rassemblement national. Écoutez-le. Nous devons dire très clairement, jamais d'alliance, jamais d'union, pas une voix pour les dirigeants et les candidats du Rassemblement national. Ni LFI, ni Rassemblement national. Je ne veux pas entendre ni LFI seulement. Et je dis à celles et ceux qui sont tentés d'aller vers le Rassemblement national, qu'ils gênent pas, qu'ils y aillent. S'ils viennent dans nos instances au bureau politique, en venant dans une instance LR et en parlant et en pensant au Rassemblement national, qu'ils y aillent. Vous voyez, c'est assez fort. Pourquoi ? Parce que en face, il y a un Laurent Wauquiez qui prône l'union de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Oui. Il y a un Bruno Retailleau qui fonde son image sur les discours qu'il a tenus comme ministre de l'Intérieur sur l'immigration, sur l'Algérie, et qui avait dit aussi pas une voix pour la gauche dans l'élection partielle du Tarn-et-Garonne. Certains en ont conclu qu'ils ne verraient pas d'un si mauvais œil un rapprochement avec le Rassemblement national. Mais même ça, c'est pas si clair. Donc, quand on dit qu'ils savent pas où il habite, on n'est pas loin de la réalité, parce qu'en plus, ils sont coincés entre Horizon et Renaissance sur leur gauche, et puis par Éric Ciotti, Le RN sur leur droite. Donc on se demande quel espace ils peuvent occuper. Alors qu'ils renouaient avec les succès électoraux aux élections partielles. C'est un malheureux tweet qui a de nouveau libéré le diable de la lampe, vous voyez, et qui a réveillé les rancunes qui, en fait, ne dormaient que d'un œil. On a retrouvé le dessin de CAC qui fait écho à ce que vous dites, Ruth, avec la métaphore sur le cambriolage du Louvre. On a retrouvé le dessin, c'est promis, ça va arriver en une de l'opinion, parce que voilà, chez les LR, le bal des prétendants est ouvert, et vous voyez, là ça vient de tous les côtés. Alors la porte, la fenêtre. Voilà, mais c'est pour la désignation, mais pour le fond, sur le fond aussi, ça part dans tous les sens. Je pense que c'est la question à laquelle ils sont encore incapables de répondre, c'est qu'est-ce que la droite républicaine aujourd'hui en France ? Oui. Et c'est là où c'est cacophonique. C'est-à-dire, est-ce que c'est une droite républicaine libérale ? Je rappelle que les députés LR n'ont pas voté la retraite, ils se sont abstenus. Et que là, ils gueulent en disant « Mais non, la retraite, c'est important, il faut garder cette réforme que nous n'avons pas votée. » Donc il y a quand même quelque chose où, depuis quand même un bout de temps, en fait, j'allais dire depuis Manger des pommes de Jacques Chirac et une forme de socialisation du RPR, on a un peu perdu... Oui, un esprit de droite. Il y a eu Nicolas Sarkozy. Il y a eu Nicolas Sarkozy. Il y a eu tout d'un coup une volonté de renouer avec ce qu'était la droite. Mais il a déçu, et que finalement, que reste-t-il du règne de Nicolas Sarkozy ? Pas grand-chose. Et on se retrouve avec une si c'est cacophonique, c'est parce qu'ils sont incapables de se définir et de répondre à cette question simple. On est incapable aussi de répondre qu'est-ce qu'aujourd'hui la droite républicaine. Et la question sera sûrement posée à Bruno Retailleau, patron des LR, qui est l'invité ce soir de Darius Rochebin à 20h45. Entretien exclusif. C'est la première fois qu'il prend la parole, qu'il répond à une interview depuis son départ du gouvernement. 20h45 ce soir, face à Darius Rochebin sur LCI. On passe à l'économie avec vous, Pascal. Est-ce qu'on va payer les conséquences des sanctions contre le pétrole russe ? Alors oui, il faut expliquer ce qui se passe. Le président Poutine refuse d'arrêter cette guerre insensée. Donald Trump qui parle contre l'Ukraine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les Américains prennent un certain nombre de sanctions qui peuvent, vous avez parfaitement raison, avoir des conséquences sur notre vie quotidienne d'automobilistes. Pour ceux qui ont une voiture, enfin, le pétrole ne sert pas qu'à faire marcher les voitures. On a besoin de pétrole, l'économie, l'industrie, etc. Alors, les États-Unis prennent donc des sanctions contre les deux principales compagnies russes, les compagnies pétrolières russes, qui financent. Alors, c'est ce que dit Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État chargé c'est le ministre des Finances, il est chargé du Trésor. Il dit voilà, elles financent l'effort de guerre de la Russie. On va donc les frapper au portefeuille. Première salve, donc les États-Unis s'en prennent aux deux principales compagnies russes qui représentent plus de 50% aujourd'hui des exportations de pétrole russe. Et sans surprise, évidemment, aujourd'hui, les cours du brut ont augmenté de façon
assez significative. Je vais quand même vous rassurer juste après. Le Brent a augmenté de 4,30%. On a un baril à $65, c'est parfaitement raisonnable. Et le WTI aux États-Unis a augmenté lui aussi autour de 5% pour être à $61. C'est un mouvement à la hausse qui, de mon point de vue, devrait ne pas durer. On est sur un petit plateau et vous allez voir que assez rapidement les prix devraient redescendre. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation de rapport de force entre l'offre et la demande qui est très favorable à la demande. Aujourd'hui, on produit plus qu'on ne consomme pour de nombreuses raisons. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter. On va retenir par exemple que l'appareil de production chinois produit peu aujourd'hui. La Chine est en difficulté d'abord parce qu'il y a des barrières douanières un peu partout. Il y en a aux États-Unis. On en paye d'ailleurs le prix, nous les Européens, puisque les Chinois cherchent à déverser leur surplus de production. Mais en tout cas, l'industrie chinoise aujourd'hui est plutôt à l'arrêt. Donc on a ces deux entreprises qui sont sanctionnées aujourd'hui. Et il faut rappeler que l'économie russe fonctionne beaucoup dépendante, en tout cas, est très dépendante aujourd'hui du prix des hydrocarbures. Alors, il y a deux choses dont elle dépend. C'est la quantité produite. Quand je dis les hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz, et le prix. C'est-à-dire, on estimait que en dessous de $65, l'économie russe ne se finançait pas. Elle produit assez peu de valeur ajoutée industrielle, qui plus est aujourd'hui avec les sanctions. Alors, les Russes, eux, se déclarent immunisés contre ces sanctions, mais ça n'est pas certain. Je vais en dire un petit mot après. Je veux simplement vous rappeler pour poursuivre ce chiffre qui est que nous consommons dans le monde aujourd'hui, chaque jour, 100 millions de barils. Les Russes en produisent autour de 10%. Mais l'embargo est en train de s'élargir, premier point. Deuxième point, la prime de risque sur les cargos, le transport, la logistique, elle aussi explose. Et il y a partout dans le monde, notamment l'OPEP+, dont les capacités des pays dont les capacités sont aujourd'hui peu utilisées, qui peuvent produire plus. Autrement dit, le pétrole russe peut être substitué. Alors, il y a deux questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un coup de bluff ? Moi, je suis pas capable d'y répondre. D'un coup de bluff des Américains. Oui. Trump est-il sincère ? Il y a une certitude, c'est que ça ne lui fait pas plaisir de voir Poutine ignorer ce qu'il lui demande. Et l'objectif est sans doute de le ramener à la table de négociation. La Russie n'a pas baissé la garde en Ukraine et ça doit agacer le président américain. Deuxième question, la Russie peut-elle s'adapter à ces nouvelles sanctions qui, pour la première fois, sont des sanctions directes contre des entreprises russes ? Je vous dirais oui, sans doute, parce que les Russes ont des circuits parallèles. Il y a des intermédiaires. La Turquie, l'Inde, la Chine, mais il me semble que l'exercice d'évitement va devenir de plus en plus périlleux et que les coûts induits vont probablement croître pour l'économie russe. Je vais terminer avec ce chiffre. C'est le thermomètre du PIB, la valeur ajoutée produite. On dit que la Russie a le PIB de l'Espagne. C'est vrai, sauf que la Russie, c'est 150 millions d'habitants, l'Espagne, c'est 49 millions. Oui, tôt ou tard, la Russie finira par payer le prix de ses conquêtes territoriales. Merci Pascal, démonstration implacable. On va passer à vous, Abnous, pour l'international. C'est un mouvement que l'on n'a pas vu venir partout dans le monde. La génération Z fait entendre sa voix de l'Amérique latine à l'Asie en passant par la Russie. Des jeunes réclament un avenir plus juste. Mais oui, c'est l'année 2025 et est en train de devenir l'année de la protestation. Ça a commencé l'été 2024. C'est sans précédent. C'est que des manifestations menées par la génération Z, donc celle qui est née entre 1996 et 2012. Elle a déferlé sur le monde. Elle a touché les continents asiatiques, africains et américains. Et en additionnant, c'est là où on se rend compte de l'ampleur de la chose, en additionnant les populations de tous ces pays qui ont connu ces soulèvements majeurs, on arrive à environ 790 millions de personnes, ce qui est quand même une part non négligeable de la population mondiale, et ce qui fait potentiellement de ces soulèvements la plus grande vague de révolte de l'histoire humaine. Et comme c'est simultané, c'est d'autant plus impressionnant. En réalité, tout a commencé au Sri Lanka. C'était entre mars et juillet 2022 avec le mouvement de l'Aragalaya, la lutte en français, étranglée par la crise du Covid-19, une dette colossale. L'île de 22 millions d'habitants a subi pendant des mois des coupures d'électricité qui pouvaient aller jusqu'à 12 heures
par jour, des pénuries de médicaments, mais vraiment dramatiques, on ne trouvait absolument plus rien pour se soigner, et des heures d'attente devant les stations-service. Et il a fallu 5 mois aux jeunes Sri-Lankais pour éjecter le clan Rajapaksa qui dirigeait le pays depuis plusieurs décennies. Et c'est à partir de cet exemple sri-lankais qu'on tombe sur la July Revolution, qui est la révolution de la génération Z du Bangladesh. Et là, ça a commencé, c'est là où c'est intéressant, ça a commencé avec une protestation étudiante, comme il y en a toujours, sporadiquement un peu partout, contre un système de quotas scandaleux qui réservait 30% des postes de la fonction publique aux descendants des combattants de la guerre d'indépendance de 1971. Et c'est parti de là, et ils n'ont plus quitté la rue. Le régime de Sheikh Hasina, au pouvoir depuis 15 ans, mais son père avait déjà été au pouvoir avant, a ordonné une répression brutale, a ordonné qu'on tire à balles réelles sur la population. Donc c'est 600 et 1000 étudiants tués à bout portant et près de 2000 arrestations. Mais le mouvement n'a pas faibli, c'est que ça n'a rien changé. Il a fallu 6 semaines seulement au Bangladesh pour chasser Hasina, qui a fui vers l'Inde en août 2024. Et le 5 août 2025, la révolution a reçu une reconnaissance constitutionnelle avec l'annonce de la déclaration de juillet. Et là, ce fut la première, en fait c'est la première révolution réussie de la génération Z, puisqu'elle aboutit sur une constitution qui a été écrite par cette génération. Et puis ça s'arrête plus. Le succès du Bangladesh, c'est ça qui a inspiré le Népal qui a inspiré Madagascar, et Madagascar qui a inspiré le Maroc. Et je peux encore ajouter l'Indonésie, les Philippines, le Timor oriental, le Kenya, le Togo, le Pérou, les Maldives, la Corée du Sud, ou encore la Mongolie, et encore d'autres, mais j'ai pris ceux où les mouvements ont vraiment abouti à un changement de visage. Et malgré la diversité géographique et culturelle, comme vous pouvez le voir, ces mouvements, ils en partagent les causes qui sont remarquablement similaires. Les inégalités économique croissante, et surtout le taux de chômage des jeunes, il est de 20% au Népal, il peut monter jusqu'à 35% à Madagascar. La corruption endémique et le népotisme sont devenus insupportables. C'est là le phénomène des népokids, les enfants du népotisme, qui eux vivent des vies complètement en décalage avec le reste de la population, et c'est des populations en majorité jeunes. Les infrastructures défaillantes, je parlais de l'absence d'électricité au Sri Lanka, mais à Madagascar, coupure d'électricité de 12 heures et pénurie d'eau chronique, et quand je dis chronique, je devrais dire quotidienne, pouvant encore ajouter la surproduction des élites, une génération éduquée mais frustrée par l'absence de perspectives correspondant à ses qualifications. Le Maroc en est l'exemple le plus flagrant, taux de chômage global de 12,8%, chômage des jeunes 35,8%, chômage des diplômés universitaires qui dépasse les 19%. Ça dit tout, et vous retrouvez ça dans d'autres pays. Et bien sûr, la génération Z partage le même mode opératoire, et ça c'est la révolution technique. C'est-à-dire que tout ça passe par les réseaux sociaux, et tout d'un coup on se rend compte de l'importance de ces réseaux sociaux, à quel point ça peut être un outil révolutionnaire, et que le problème ce n'est comme d'habitude pas l'outil, mais ce que nous en faisons. Et si nous aussi ici nous sommes trop paresseux et que nous sommes devenus incapables de réfléchir avec ces outils, les autres sont capables d'en faire quelque chose. Il y a aussi autre chose que je trouve passionnant, c'est la transformation de symboles culturels populaires en outils de protestation. Et évidemment, le plus emblématique, c'est le Jolly Roger au chapeau de paille de One Piece. Ça a commencé en Asie, mais ça s'est répandu, on le retrouve même au Maroc. Mais ça avait commencé en 2014. En 2014, c'était le geste des 3 doigts, inspiré de la série Hunger Games, pour marquer la protestation contre l'autocratie. Ça s'est répandu en Thaïlande après le coup d'État, réapparu en Birmanie après le énième coup d'État de 2021, jusqu'au l'ambassadeur de Birmanie qui a fait ce geste devant les autorités chinoises sur les bancs de l'ONU. C'est énorme. Donc maintenant, la grande question, c'est le paradoxe de ces mouvements-là. C'est-à-dire que cette génération, elle possède le pouvoir de renverser ses dirigeants, mais est-ce qu'elle est capable d'offrir une suite ? De gérer. Et là, la New York Times, dans un de ses éditos, je trouvais ça qui était très intéressant, je cite, « Les jeunes révolutionnaires de la Gen Z possèdent une véritable influence. Cependant, ils manquent de la capacité de diriger les mouvements qu'ils ont initiés ou de garantir que ces efforts mèneront à des améliorations tangibles de leur vie. » Et la grande question, c'est est-ce que les bouleversements qu'ils amènent sont structurels ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va enfin voir la démocratie s'installer, ces jeunes pouvoir accéder aux responsabilités, une nouvelle génération de politique nette, ou est-ce que c'est juste une tête qui change, mais fondamentalement, structurellement, ça reste les mêmes. Et on a 2 exemples qui disent un peu ce paradoxe. À Madagascar, effectivement, le régime civil a été remplacé par un régime militaire, mais concrètement, on ne voit pas de changement réel dans la structure étatique de ce pays-là. Et on a le Bangladesh, et c'est l'économiste et prix Nobel de la paix Mohamed Yunus qui est à la tête d'un gouvernement intermédiaire, et ça veut dire espoir.
Donc c'est ça qui est passionnant, je trouve, avec ces mouvements-là, c'est que il y a vraiment de tout, mais il y a quand même une génération connectée qui peut se comparer au reste du monde et qui n'en fait pas n'importe quoi, qui est éduquée, qui a eu accès aux universités et qui peut représenter un avenir. Mais maintenant, reste à savoir s'ils ont assez d'outils et assez de patience et de volonté pour remplacer des systèmes qui pourrissent. Moi, ça me fait penser au printemps arabe, qui ont levé un espoir immense dans un certain nombre de pays. Oui, mais regardez le Bangladesh. Non, mais vous avez raison, c'est un très bon exemple. Non, mais je suis d'accord. Mais et qui ont levé un espoir immense dans un certain nombre de pays. Et qui n'a pas abouti. Non, qui n'ont pas abouti. Oui, mais alors, non, mais voilà, c'est la même chose parce que c'était aussi extrêmement spontané. Mais dans les printemps arabes, il y avait derrière qui attendaient depuis 40-50 ans les islamistes qui n'attendaient qu'une chose et qui étaient les seuls organisés. Bien sûr. Là, on se retrouve dans des pays où aucun parti d'opposition n'est aussi organisé et n'attend depuis aussi longtemps. Les islamistes, ça faisait 50 ans qu'ils étaient là en train d'attendre derrière la barricade. On dira bon, le prochain coup, on est les seuls à être capables d'avoir les possibilités de faire quelque chose. Donc c'est ça qui est. Ça change tout. Moi, je suis pleine d'espoir. Moi aussi, je suis pleine d'espoir. Finissons le jeudi avec plein d'espoir. Merci beaucoup, merci Ruth, merci Amnous et merci Pascal.